Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux pour cette soirée que j'ai le plaisir de lancer. On a voulu, avec Élise, vous proposer un sujet sur prospérer dans un monde fini, donc la notion de limite planétaire et de transformation des modèles économiques, pour prolonger un petit peu les débats qu'on avait eus à l'occasion de l'univers shifté. Donc je suis Sandrine, j'anime le groupe des shifters pour le Languedoc-Roussillon avec Corentin, Antoine qui est là au micro, et Nathalie également, et un ensemble de membres qui sont là ce soir, dont des bénévoles, Thierry qui est à la caméra aussi, il y a dehors Vincent, Mélissa qui ont donné des coups de main, Luc aussi, Cécile qui participe bénévolement à l'organisation ce soir. Je dois tout d'abord remercier Fabrice Bonifay d'être venu ce soir de Paris. Voilà. Merci. Merci également à Adrien et Roxane de la CEC qui participent à notre programme ce soir. Et merci à l'ensemble des partenaires, des associations et des réseaux qui ont communiqué sur l'événement. Alors j'ai mon anti-sèche pour tous les citer, vous avez les logos qui sont là. Mais la métropole, le BIC participe à nos activités, la French Tech, la Fabrique des Possibles, la CEC, donc l'Agence des Transitions, la CCI, l'association Vinceo, qui a diffusé également l'information, Leader, le MEDEF, la CPME, le CJD, Impact France, la communauté des entreprises à mission, les alumni, HEC, EDEC et Sciences Po, et tous ceux qui d'entre vous ont également diffusé l'information. Merci à tout le monde. Voilà. Pour nous représenter, ce soir, on représente deux associations, le Shift Project et les Shifters. Le Shift Project, vous connaissez son président Jean-Marc Jancovici, et le Shift Project produit des analyses chiffrées et robustes pour influencer le débat sur la transition écologique, énergétique et bas carbone. Voilà. Toute la matière du Shift Project est libre, accessible sur le site du Shift Project. Et nous, on est shifteuses, donc on représente aussi les shifters. On est présent en région pour diffuser les messages et diffuser les contenus du Shift Project. Aujourd'hui, dans le monde, on est environ 30 000 membres et sympathisants. Donc ça commence à faire un petit peu de monde. Voilà. Nos deux associations partagent un référentiel commun qui est la nécessité de décarboner les activités économiques et nos sociétés. Et deuxième référent commun, c'est la notion de double contrainte carbone. Voilà. Nos activités en région, on développe des activités à destination du grand public ou des collectivités. On a par exemple des auditions, on va faire là, en termes d'actualité proche, on va faire des débats avec les candidats pour les municipales à Nîmes et à Montpellier. Donc ça, c'est dans la partie collectivité. Et on a un groupe entreprise également, qui est à l'origine aussi un petit peu de l'organisation de la soirée de ce soir, qui est animé par Gilles et Robert. Je ne sais pas où vous êtes, Gilles et Robert, si vous voulez vous signaler. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus sur nos activités entreprises et autres types d'activités, mais vous aurez l'occasion de nous interpeller ce soir, si vous le souhaitez, au moment du pot de clôture. Je vais transmettre le micro à Élise pour qu'elle puisse vous expliquer les objectifs et les déroulés de la soirée. Juste une petite précision, on fait une captation vidéo. Donc on va prendre des plans larges, on ne va pas filmer, on ne va pas faire des gros plans, même au moment des questions. Si jamais vous ne voulez pas apparaître, il faudra le dire. Voilà. Bonsoir. Alors, l'univers shifté, ça a été un vrai succès. On a eu plus de 2000 participants. Alors, ce qui est assez typique pour ce type d'événement, mais la grande particularité, c'est qu'on avait seulement 20% de Parisiens.
Donc c'est la première fois qu'on a réussi à mobiliser autant de monde en province, avec plus de 900 personnes du département de l'Hérault. Donc, ce qui prouve l'intérêt croissant de ces sujets de transition pour les citoyens, pour les acteurs publics et économiques. Alors, de cet événement, on a tiré notamment deux constats. La table ronde qu'on avait organisée autour de l'évolution des business models, où Fabrice était présent avec notamment Laurent Morel à distance, a suscité un tel engouement qu'on a été obligé de refuser des participants. Voilà, ce qui montre aussi que ce sujet interpelle et intéresse. On avait aussi choisi le format table ronde pour créer du débat, pour créer de l'échange. C'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi au Shift, être capable de mettre autour de la table des gens qui ne sont pas forcément d'accord pour apprendre à s'écouter, pour essayer de progresser aussi ensemble. Donc c'est quelque chose qui a marché. La limite, c'est que parfois, ça ne permet pas forcément d'aller en profondeur sur les sujets. Donc on s'est dit qu'on allait organiser ce soir une soirée donc, autour de ces sujets d'évolution des business models, donc en invitant Fabrice Bonifay pour un échange approfondi autour de la grande question comment prospérer dans un monde fini. Donc au programme, cet entretien donc, qui sera animé par Adrien Conti, avec une session de questions-réponses avec vous à la suite. On aura ensuite donc Roxane Julien donc, de la CEC Occitanie qui va vous présenter donc, le parcours de la Convention des entreprises pour le climat en Occitanie, donc le premier parcours, un très bon moyen de passer à l'action. Et ensuite, on vous proposera un moment convivial, un pot sobre pour pouvoir poursuivre les échanges. Merci et bonne soirée à tous. Allez, on est parti. Alors moi je vais m'asseoir, vous m'excuserez, j'ai eu un petit accident avant l'été et je suis resté debout, sinon ça va être trop compliqué. Alors, j'ai un peu pris mes notes quand même pour te présenter, Fabrice, parce que y en a à dire. 18 ans à la direction de qualité, sécurité, environnement chez SOR, puis 18 ans à la direction développement durable et QSE du groupe Bouygues. Depuis mai 2025, tu as quitté tes fonctions et tu t'engages à 100% dans le C3D, dont tu es le président. Donc le C3D, le Collège des directeurs du développement durable, et GenAct, où tu es également président, association qui regroupe ceux et celles qui veulent s'engager sur une trajectoire à visée régénérative. Tu es aussi l'auteur du livre L'entreprise contributive et tu es également administrateur du Shift Project. Alors avant de rentrer sur le sujet vraiment en détail de la soirée, j'ai peut-être envie de te demander, depuis que tu as quitté tes fonctions chez Bouygues, c'est quoi ton quotidien un peu maintenant? Tu as du temps? Maintenant, je bosse pour des choses vraiment utiles. Hein. Non, mais j'essaye de donner un peu l'expérience. Je me suis beaucoup trompé dans ma carrière, et donc ça aide à apprendre. On apprend plus de ces échecs que de ces réussites. Et j'essaye d'accompagner à la fois les citoyens via GenAct et les entreprises via le C3D dans la transformation de leur modèle, parce que c'est ma spécialité. Et puis ça marche. Ça marche parce qu'il y a quand même de plus en plus d'entrepreneurs qui nous font confiance. Alors on est sur la même lignée que la CEC, parce qu'on fait la même chose quasiment. Alors le CEC c'est pour les dirigeants, le C3D c'est pour les responsables RSE dans les grandes organisations, on est 424 entreprises au C3D, et GenAct c'est pour les citoyens. Donc GenAct a été créé cette année au mois d'avril, on a déjà 2500 GenActeurs. GenAct c'est une plateforme de contenu pour aider les salariés qui veulent s'engager dans la transition de leur organisation à acquérir les savoirs, les compétences pour pouvoir faire cette bascule. Pourquoi? Parce que les modèles économiques à visée régénérative, ça n'a rien à voir avec les modèles économiques qu'on nous a enseignés dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs depuis une centaine d'années. C'est une rupture totale. Et il faut réapprendre en fait à créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Et ça nécessite vraiment un changement profond dans les façons de faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé GenAct. Alors, GenAct, c'est des contenus, il y a 300 contenus. Dès lors que vous devenez GenActeur, que vous payez votre cotisation, parce qu'il faut bien faire payer la plateforme, bien sûr, vous accédez à des contenus. Et une fois que vous vous sentez prêt, eh bien, l'objectif, c'est en parallèle de votre modèle économique écocide d'aujourd'hui, c'est de créer un modèle économique à visée régénérative à côté et de le faire grandir pour que progressivement, bien sûr, on fasse disparaître ces modèles linéaires.
Donc il y a des Genacland qui se mettent en place partout pour faire émerger ces projets. On en a déjà une 50aine. On est dans 2 pays, au Canada, en Côte d'Ivoire, en plus de la France. Et puis quand on aura un petit peu plus de sous, eh bien, on fera traduire nos contenus pour pouvoir, bien sûr, envahir le monde de ces pensées-là. Alors, je suis sûr que vous avez sans doute envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, je ne vais pas m'attarder une seule minute sur les constats parce que vous les connaissez. C'est juste affligeant. Hein. On a dépassé 7 des 9 limites planétaires aujourd'hui. Et que le vrai souci, ce n'est pas le carbone en réalité, hein, c'est l'effondrement du vivant, vous le savez. Hein, le carbone, comme dirait Aurélien Barraud, quand bien même il n'y aurait pas de changement climatique, nos modes de vie sont complètement incompatibles avec les conditions d'habitabilité de la Terre à l'horizon de quelques décennies maintenant. Et le carbone, enfin le changement climatique, on rajoute une couche, mais nos modes de vie ne laissent plus de la place aux vivants non humains. Et ce problème-là, c'est vraiment dramatique parce que l'effondrement du vivant, on connaît les chiffres, hein, ça va entre 1000 et 10 000 fois plus vite que les autres extinctions qu'il y a pu avoir depuis que le monde est monde. Eh bien, c'est ça qui est extrêmement préoccupant. Et donc, finalement, le combat qu'on doit mener, c'est à la fois un combat pour régénérer le vivant, parce que de toute façon, quand je dis souvent, quand on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, on va s'apercevoir que sucer sa carte bleue, c'est pas comestible. Et en plus, il faut décarboner pour essayer de maintenir des conditions viables pour les générations futures. Et quand on dit ça à des chefs d'entreprise, ils nous disent « Ok, très bien, je fais déjà le maximum, je me suis acheté un SUV électrique, j'ai mis des panneaux solaires sur le toit de l'usine, j'ai interdit les touillettes en plastique, et puis voilà, puis j'ai regardé une conférence de Jancovici. Bon, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire, on est complètement à côté de la plaque. Et bien sûr, ils ne veulent pas entendre parler de décroissance, alors que bon, on va y avoir droit quand même. C'est comment on va gérer le truc. Ils ne veulent pas entendre. Alors eux, ils parlent plutôt de croissance verte. Hein. Il faut faire de la croissance découplée. On va continuer de créer de la valeur économique, et puis on va abaisser la pression sur les ressources. Et puis ça fera la rue Michel. On va pouvoir faire moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre en absolu sur les 25 prochaines années pour doubler le PIB d'ici 2050 et arriver à la neutralité carbone en 2050. Mais qui peut croire des conneries pareilles, quoi. À part des gens du MEDEF, je ne vois pas. Hein, je sais pas. Donc c'est pas ça qui va se passer du tout. Et donc on a besoin aujourd'hui de ramener de la rationalité, de ramener de la vérité de la science, de ramener d'arrêter de mentir aux gens. Ça, c'est pas vrai. Et une fois qu'on a passé la cour du deuil, le désarroi, ah ben oui, donc le modèle qu'on connaît aujourd'hui, ça va s'arrêter. Ben oui, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que de toute manière, quoi qu'on fasse, on est sur un monde fini. Voilà, un monde fini, c'est que la planète est ronde a priori. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a qui pensent que la Terre est plate. C'est pas vrai. Souvent, ils votent de la même manière, ces gens-là. Et on a besoin de dire, ben non, on ne pourra pas continuer à être en survitesse économique comme on est aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a sous le pied, que ce n'est pas du tout un problème de technologie, que la technologie ne nous sauvera pas en aucune manière, et que le problème, il est culturel. Il est d'accepter de modifier les modes de vie, nos modes de vie, nous, dans les pays à haut revenu, parce que le problème, c'est nous. Hein, c'est nous, c'est l'Occident, c'est tous ceux qui ont un pouvoir d'achat qui est en fait un pouvoir de nuire aujourd'hui. Car plus on gagne de l'argent, plus on pollue en réalité. Hein. Et donc, on ne va pas demander aux Soudanais, aux Sénégalais de se serrer la ceinture. D'ailleurs, ils n'en ont pas de ceinture, parce que de toute façon, ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est nous. Donc, comment on va arriver à enchaîner, à entraîner nos entreprises qui créent la valeur économique dans ces nouveaux modèles? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, et justement, donc, Fabrice, ouais. tu nous dis donc, sur cette question-là, donc entraîner cette transformation là, des modèles économiques. On parle de modèles économiques à visée régénérative. Voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle forcément soit bien familier avec ça. Tu mets quoi derrière? Alors, pour bien comprendre le régène, il faut bien comprendre le génocidaire, l'écocidaire. Donc les modèles actuels, c'est des modèles linéaires, donc extractivistes. On va chercher des matières premières dans la nature qu'on ne paye pas, parce que la nature ne renvoie aucune facture lorsqu'on va couper des arbres, quand on va chercher des métaux ou même du pétrole, du gaz.
Ensuite, les entreprises, avec ces matières premières et de l'énergie qui alimente les machines, qui transforment ces matières premières, fabriquent des produits pour des gens, des produits plus ou moins utiles. Et d'ailleurs, quand c'est pas très utile, ils font beaucoup de publicité pour inciter les gens, nous et vous, enfin tout le monde ici, à acheter des produits dont ils n'ont pas toujours besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours. Tout ça pour impressionner d'autres gens qui s'en foutent complètement. Voilà, c'est le modèle actuel. Voilà. Et le modèle, il conduit, enfin, il amène à produire essentiellement du déchet. On est au mot détritus parce que les chiffres sont implacables. Il y a 103 milliards de tonnes de matières premières qui sont utilisées pour 96 000 milliards de PIB aujourd'hui. Et il y a 24% de ces 103 milliards, c'est de la biomasse. Donc ça, la biomasse, c'est les plantes, c'est les poissons dans les océans, etc. Donc si on leur laisse le temps de se renouveler, ça peut se renouveler, sauf que là, on surpêche, on surcoupe les forêts primaires, donc pas de peau, on est là aussi en survitesse sur les ressources renouvelables. Et les ressources non renouvelables, eh bien là, c'est le peak everything. Là, aujourd'hui, sur tous les éléments du tableau de Mendeleïev, on exploite ces ressources via l'extractivisme, via l'industrie minière, qui est la plus polluante au monde. Et on n'arrête pas d'aller chercher ces matières premières pour fabriquer des choses. Et le taux de recyclabilité de tout ça, il est que de 7,2% à l'échelle planétaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le reste ? Ce qui se passe pour le reste, c'est stocké dans nos armoires la plupart du temps, mais c'est aussi jeté, c'est enfoui, c'est brûlé, c'est dispersé. Et donc, tous les ans, il faut aller chercher dans la nature plus de 100 milliards de tonnes de matières premières. Et comme le PIB augmente, on augmente l'extractivisme, parce que plus le pouvoir d'achat existe, bien plus on achète de choses qui ne sont pas forcément utiles, mais on les achète quand même. Et tout ça, ça vient de la nature. Alors pendant des décennies, ça ne s'est pas trop vu, parce que la planète était super grassouillette en ressources, et il en reste encore énormément. Sauf que c'est à des taux de concentration qui baissent très très vite. Et donc ça va coûter de plus en plus cher en énergie grise pour aller chercher ces matières premières. Et ça va encore plus polluer. Donc on est sur un système qui est bien sûr complètement suicidaire pour l'humanité, parce qu'il ne faut pas penser simplement à la génération qui arrive, mais aussi aux générations futures. Et on a aujourd'hui, si vous prenez le cuivre, qui est un des métaux de base de la transition, eh bien, on est sur des taux de concentration à peu près à 0,5 au niveau des mines de cuivre au niveau planétaire pour 22 millions de tonnes de production mondiale. Eh bien, moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a 30 ans, 40 ans, eh bien, on était à 0,7, 0,8. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, on était à 100 $ la tonne. Aujourd'hui, on a 12 000 $ la tonne. C'est complètement dingue. Et donc, c'est vrai pour une grande partie des métaux de ce qu'on appelle la transition. Et lorsqu'on fait la somme de la demande en métaux, notamment sur les métaux de base de la transition, l'aluminium, le cobalt, le nickel, le lithium et bien sûr le cuivre, quand on regarde un petit peu les projections des industriels sur les voitures électriques, sur les data centers, sur l'électrification du monde, quand on regarde un peu ces demandes et qu'on regarde ce qui reste, il faudrait qu'on multiplie entre maintenant et 2040. Le nickel, c'est x17, le cobalt, c'est x19, le cuivre, c'est x3, le lithium, c'est x70. On sait très bien qu'en 15 ans, on ne va pas produire tout ça. Tout ça, c'est faux. Donc, de toute manière, ça ne se produira pas. Sans compter des problèmes liés au conflit d'usage, parce que dès lors qu'on utilise ces matières premières, on utilise aussi d'autres matières premières pour les extraire, à commencer par de l'eau. Et il y aura des conflits d'usage, on le voit déjà dans l'agriculture, mais on le voit aussi dans beaucoup de pays, au Chili notamment, sur est-ce que l'eau doit aller au lithium ou est-ce que l'eau doit aller à l'agriculture pour les gens. Donc l'économie linéaire, c'est une économie de la mort, voilà, qui pille en fait les ressources, parce que dans le système comptable, aujourd'hui, qui a été inventé au XVe siècle, à peu près à l'époque où on a construit ce superbe bâtiment, le système comptable, il permet de compter ce que l'on gagne, mais ne pas compter ce que l'on doit. Parce que dans le système comptable, un tas de planches qu'on vend pour faire des meubles, ça a plus de valeur, et ça a même beaucoup plus de valeur qu'un arbre vivant. Un arbre vivant, ça ne vaut rien au niveau comptable. Alors que l'arbre vivant, il produit de l'oxygène, il capte du carbone, il entretient la biodiversité locale, mais pour un système comptable, c'est de la place prise sur un espace public pour lequel on pourrait faire du business. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'obligation non plus pour les entreprises de maintenir leur capital nature, qui pourtant est complètement indispensable à leur business. S'il n'y a pas de nature, s'il n'y a pas de matière première, il n'y aurait pas de business dans aucune entreprise. Toutes les entreprises, même les entreprises les plus servicielles, utilisent bien sûr la composante physique
de ce qui nous entoure, c'est-à-dire des matières premières. Même si on fait un travail intellectuel, on a forcément l'ordinateur, on prend le train de temps en temps, donc on utilise indirectement des ressources physiques. Donc, le système comptable est borgne, et à chaque fois que vous voyez un profit dans une entreprise, eh bien, en face, le profit, il y a une dette environnementale, une dette sociale. Et la dette sociale, on la rembourse tant bien que mieux, enfin, avec un petit peu les impôts. Par contre, la dette environnementale, on ne la rembourse jamais. D'où progressivement, eh bien, les pollutions se concentrent. Les émissions de gaz à effet de serre sont passées de 280 ppm de CO2 en 1820 à 425 aujourd'hui. Et puis, il y a un effet cocktail qui fait que les émissions dans l'eau, dans l'air, les particules, etc., font qu'il y a une explosion des maladies chroniques, y compris pour les plus jeunes aujourd'hui, des cancers qu'on ne voyait pas avant, qui commencent à arriver parce qu'on a complètement saturé à la fois les sols, l'eau, et même sur les calottes arctiques et antarctiques, on retrouve des microplastiques, c'est complètement dingue. Et ça, c'est complètement lié à nos modes de vie. Donc, ça, vous le saviez. Et maintenant, comment on peut faire autrement? Donc, l'entreprise à visée régénérative, c'est une entreprise qui a conscience de tous ces éléments-là et qui l'intègre dans les données d'entrée de la conception de son modèle et de sa stratégie. Alors déjà, premier pilier de ce modèle-là, c'est la raison d'être. Rien ne sert de vouloir améliorer des processus qui fabriquent des produits qui ne devraient plus exister. Verdir la fabrication de baskets connectées qui clignotent, non, il faut arrêter. Il ne faut pas arrêter de construire ces conneries-là. Donc on va avoir besoin de régulation. Donc il y a des choses qui doivent être interdites, tout simplement, parce que ça ne sert à rien de les verdir. Donc l'entreprise à visée régénérative doit s'intéresser sur l'utilité sociale du produit ou du service qu'elle rend à ses clients. Et ça, elle doit le faire avec les parties prenantes contractuelles, mais aussi les parties prenantes non contractuelles. C'est-à-dire les parties prenantes qui n'ont pas d'intérêt business avec l'entreprise. Donc, aller interroger des ONG notamment, aller interroger des économiques, aller interroger des experts dans l'environnement ou autres. Et une fois qu'on écoute ces gens-là, ça permet de mieux comprendre ce qu'on appelle la license to operate, c'est-à-dire l'autorisation d'exister, parce qu'aujourd'hui, fabriquer de la fast fashion, fabriquer des produits dont on sait qu'ils sont complètement incompatibles avec les limites physiques de la planète, ça devrait être tout simplement interdit, soit par la loi, soit par les parties prenantes. Alors, admettons qu'on est dans des entreprises qui fabriquent des biens essentiels, et il y en a quand même beaucoup besoin de biens essentiels. La super bonne nouvelle, et ça c'est vraiment la meilleure nouvelle de la soirée, c'est que l'humanité, au moins dans les pays à haut revenu, eh bien on est obèse en tout. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais attendez de savoir ce qui va suivre. C'est qu'en fait, on a trop de tout. Et tout l'enjeu pour les années à venir, ça va être d'entretenir ce tout. Donc on a trop de mètres carrés construits, on a trop de véhicules, on a trop de vêtements, on a trop de stylos, on a trop de tout. J'étais il y a peu de temps à Marseille pour Biobim Expo et j'ai visité le vieux port de Marseille. Il y avait des bateaux, des milliers de bateaux. Et on a été à la capitainerie et on a demandé, parce que ça m'intriguait, combien de fois sortent ces bateaux dans l'année? Tous ces bateaux, ces milliers de bateaux. Et le type nous dit, il y a 90% des bateaux qui ne sortent jamais. Je vous promets, jamais. Et les autres, c'est entre 3 et 8 jours par an. Les voitures, c'est 4% d'utilisation. Les vêtements aujourd'hui, 125 milliards de tonnes de vêtements fabriqués. Et il y en a les vêtements d'aujourd'hui, on les porte pour certains moins de 5 fois avant de les jeter, etc., etc. Les mètres carrés, en France, aujourd'hui, en France, il y a 10 millions de mètres carrés de bureaux en trop. Donc des mètres carrés qui sont inoccupés. Et on nous dit qu'on manque de logements. 10 millions de mètres carrés divisé par 50 mètres carrés, vous voyez le nombre de logements qu'on pourrait avoir si on était un peu plus rationnel dans notre façon de produire. Donc on produit trop de tout avec des temps d'utilisation qui sont extrêmement petits. Donc si on veut s'en sortir, eh bien, il va falloir passer à ce qu'on appelle à l'économie de l'usage. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce n'est pas nouveau, mais maintenant il va falloir l'industrialiser. Donc la vraie liberté demain, ça sera de pouvoir jouir de tout. Le but, ce n'est pas de se priver de ce que nous apporte la technologie, mais d'avoir une approche beaucoup plus rationnelle, partagée, mutualisée, et faire en sorte que pour chaque objet, chaque produit, on puisse avoir des courbes de charge d'utilisation associées en fait à la demande. Je m'explique.
Si vous prenez un bâtiment, n'importe quel type de bâtiment, tertiaire public ou tertiaire privé, le modèle aujourd'hui tel que vous le connaissez, c'est une maîtrise d'ouvrage qui décide de construire son infrastructure pour un objet social, son siège social, son usine, que sais-je encore. Qu'est-ce que fait ce client, cette maîtrise d'ouvrage, lorsqu'elle veut construire ou rénover? Elle fait un cahier des charges avec un architecte, une maîtrise d'œuvre, et ils mettent sur le bureau des constructeurs, des ensembliers, des entreprises générales, ils mettent un cahier des charges et ils demandent à ces constructeurs de faire un prix. Et bien sûr, je vous le donne en mille, celui qui gagne l'appel d'offres, c'est celui qui remet le prix le plus bas. Et l'État pense, en faisant comme ça, qu'on utilise mieux l'impôt des Français. Quelle erreur! Mais quelle erreur magistrale! Parce que font les constructeurs quand ils ont ce cahier des charges? Eux, ils regardent ce que souhaite le client, évidemment, ils regardent les normes qu'il faut respecter, évidemment, et puis ils se tournent vers leurs fournisseurs, vers ceux qui apportent les équipements, qui apportent les matériaux, et ils leur disent, si tu veux gagner le marché avec nous, propose-moi le prix le plus bas, parce que sinon, on ne va pas gagner l'appel d'offres. Et puis ces mêmes fournisseurs d'équipements se tournent vers leurs propres fournisseurs jusqu'au rang 7, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un prix extrêmement bas, extrêmement performant, ça c'est hyper performant, mais bien sûr, c'est au détriment de quoi? C'est au détriment du social, et c'est au détriment de l'environnement, parce que l'environnement, tout le monde s'en fout, mais grave. Donc le bâtiment est construit ou rénové, et bien entendu, c'est un bâtiment ultra performant le jour de la réception, surtout. Et le constructeur remet les clés, il part en courant parce qu'il sait que ça ne va pas durer très très longtemps. Ça ne va pas durer aussi longtemps que celui-là, ça c'est sûr. Parce qu'après, une fois que les périodes de garantie sont passées, eh bien, tout commence à partir en connu parce que tout a été tellement optimisé que ça a été optimisé le temps de la garantie, quoi. Et c'est tout. Et après, bien sûr, le propriétaire dépense beaucoup d'argent à maintenir. Et en fait, en coût carbone complet, en coût complet sur la durée de vie de l'ouvrage, ça lui coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que s'il avait fait robuste dès le départ. Donc l'idée de l'économie à visée régénérative, c'est quoi? C'est de dire, finalement, pour un bâtiment, est-ce que c'est important que le client soit propriétaire du système d'éclairage, de l'ascenseur, des bornes de recharge de véhicules, soit propriétaire des panneaux solaires, même propriétaire de la façade? Est-ce que c'est important qu'il soit propriétaire de ces équipements? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt besoin des fonctions apportées par ces équipements? En fait, est-ce qu'on a besoin de système d'éclairage ou on a besoin de lumière? Est-ce qu'on a besoin d'ascenseurs s'il y a plusieurs étages ou on a besoin de mobilité verticale? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, il y a de plus en plus de clients qui disent oui, vous avez raison, j'en ai rien à foutre, moi, d'être propriétaire de ces machines. Moi, j'ai envie d'avoir que le service soit rendu. Donc, on lui dit dans ces cas-là, on va dire à ceux qui fabriquent ces machines de ne plus vous les vendre, mais de vous les louer. Et ils vont rester propriétaires. Donc, ça fait baisser notablement le CAPEX d'investissement. Donc, on peut baisser 10, 15, 20%. Donc, ça coûte moins cher. Et donc, pour les collectivités publiques qui n'ont plus d'argent, on leur dit demandez des bâtiments qui sont conçu selon ce modèle-là. Donc, au lieu d'avoir un bâtiment qui vaut 100, il va valoir 80 ou 60. C'est vachement intéressant quand même pour la commande publique. Et pour le privé, c'est pareil. Par contre, bien sûr, ça va coûter plus cher en OPEX. Parce qu'il y aura un droit d'usage, forcément. Il faut bien que l'entreprise s'y retrouve. Elle est obligée d'investir, l'entreprise qui a fabriqué l'équipement. Donc, ce droit d'usage, c'est une espèce de loyer que le preneur du bâtiment, l'utilisateur, le locataire, va devoir payer à celui qui est le propriétaire pour pouvoir bénéficier du bon fonctionnement des différents systèmes de confort qui sont à sa disposition. Et là, vous allez me dire, mais OK, on baisse les CAPEX, donc peut-être que les loyers qui sont calculés sur l'investissement global vont être un peu moins chers, mais quand même, ça va coûter beaucoup plus cher en OPEX. Et là, si vous avez suivi ce que j'ai dit au début, on va intensifier l'usage. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer le dehors dedans, on va faire en sorte que les utilisateurs primaires puissent cohabiter avec des utilisateurs secondaires, tertiaires ou quaternaires, qui sont en fait des utilisateurs des espaces d'un bâtiment lorsque l'utilisateur principal n'en a pas l'usage. Donc ce qu'on appelle sur une chronotopie donnée de 24 heures, peut-être que l'utilisateur principal va en avoir besoin de telle heure à telle heure, et de telle heure à telle autre heure, un utilisateur secondaire pourra avoir un autre accès aux mêmes espaces.
Alors, pas forcément tous les espaces, évidemment. Hein. On va dire, bah oui, dans ces cas-là, on va faire rentrer tout ce qui se passe dehors, chez moi, ce n'est pas possible. Non, il y a plein de façons de gérer ça, et ça existe déjà, pour bien sûr maintenir la sécurité, la porosité. Tout ça, c'est prévu, c'est facilement gérable. Le gros avantage d'intensifier l'usage, eh bien, ça fait plus de recettes d'exploitation qui permet de payer les surcroîts de loyer dont je parlais tout à l'heure, liés à l'augmentation des OPEX. Mais l'avantage de tout ça, c'est quoi? C'est que si on a des bâtiments qui sont plus utilisés, de passer de 15% d'utilisation à 20, 30, 40 ou 50% d'utilisation, on aura besoin de moins de bâtiments. Et si on a besoin de moins de bâtiments, on va pouvoir remettre de la nature en ville, on va pouvoir désartificialiser, on va pouvoir avoir des bâtiments qui seront notablement plus rentables pour les propriétaires et qui pourront être mieux entretenus dans le temps. Donc ça, c'est quand même du bon sens. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce qui est valable dans l'exemple que je vous ai donné pour le bâtiment, c'est valable pour n'importe quoi. Si vous voulez, par exemple, vous avez tous entendu parler de l'offre fleet de Michelin avec ses pneus de camion. Hein, c'est les premiers qui ont dégainé cette économie de la fonctionnalité, qui ne vendent plus des pneus de camion, mais ils vendent du kilomètre parcouru. Et ben, du coup, ça a conduit à doubler la durée de vie des trains de pneus, parce qu'ils l'ont conçu pour que ça dure le plus longtemps possible, parce que chaque kilomètre marginal parcouru par ces trains de pneus, eh bien, c'est plus de cash pour eux. C'est pareil pour Xerox, plus personne n'achète de photocopieurs. Aujourd'hui, on achète de la copie. Et la photocopie, la machine reste la propriété du manufacturier. C'est vrai pour Signify, les systèmes d'éclairage de Philips, où ils ne vendent plus de système d'éclairage, ils vendent du lumen. Ils vendent de la lumière par rapport à des postes de travail ou par rapport à des surfaces à éclairer. C'est vrai pour Hilti également, qui fabrique des perforateurs, mais ils ne vendent plus à leurs clients. Ils vendent, en fait, vous avez besoin de faire des trous, je vais vous donner le perforateur qui vous permet de faire ces trous-là, mais ensuite, vous me redonnez la machine, je vais l'entretenir et je vais pouvoir la reprêter, la relouer à un autre client, etc. Et c'est vrai pour Limen Lab, qui sont une boîte qui fabrique des jouets, mais qui ne les vend pas, parce qu'on sait très bien que l'utilisation des jouets par les enfants, c'est extrêmement fugace, hein, ça dure très peu de temps. Et donc, quand les jouets ne sont plus utilisés, ils les récupèrent, et puis ils les nettoient, et puis ils les reprêtent ensuite à d'autres parents. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on est entouré d'objets morts dont on ne se sert pas, et qui nous prend une place considérable, et qu'on se débarrasse lorsqu'on meurt. C'est nos enfants qui les foutent à la poubelle la plupart du temps. Et il y a une jeune femme aux Pays-Bas qui, il y a quelques années, en 2019, est tombée au chômage, hélas pour elle. Et elle était photographe de formation. Elle s'est amusée à photographier tout ce qu'elle avait chez elle. Tout. Il faut y penser, mais pourquoi pas. Donc elle a photographié les Playmobil de ses enfants, bien sûr la vaisselle, les vêtements, les meubles, etc. Et puis elle a mis ça dans un tableur Excel. Et elle s'est aperçue que donc, pour une famille de 2 enfants, famille de classe moyenne, eh bien, il y a 120 000 objets voilà, dans la maison. 120 000. Et elle les a caractérisés par couleur, par matière première. Donc, vous vous doutez, la matière première qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui est la plus présente dans vos maisons, c'est le plastique. Et surtout, elle a caractérisé par la fréquence d'utilisation. Et là, Pareto est passé par là. Il y a 80% des objets que vous avez chez vous que vous n'utiliserez plus jamais jusqu'à votre mort. Donc, c'est des verres qui sont au fond du truc. Hein, c'est la grand-mère qui vous les avait passés, mais vous ne les utiliserez plus jamais. Hein, des livres que vous ne livrez plus jamais. Des vêtements que vous ne mettrez plus jamais. Des chaussures que vous ne mettrez plus jamais. Ça, c'est 80% de ce que vous avez chez vous. Tout ça, c'est des matières transformées avec de l'énergie grise qui ne reviennent pas dans le circuit. Et donc, l'idée, c'est que toutes les entreprises demain considèrent que ce qui est important, ce n'est pas l'économie de la possession. Si on ne veut pas revenir au Moyen-Âge, si on veut bénéficier de ce que nous apportent comme confort ces produits, eh bien, on n'est pas obligé de tout posséder. Et la vraie liberté demain, ça sera de pouvoir jouir de tout sans tout posséder. Alors, l'objectif, ce n'est pas forcément de tout vouloir louer, ça n'a pas de sens. Mais prenez l'exemple des jeunes parents. Il faut acheter des lits à barreaux, il faut acheter des poussettes, il faut acheter tout un tas de trucs. Ça dure combien de temps, ça? Ça dure que quelques années. À quoi ça sert d'acheter tout ça? C'est pareil pour le bricolage. Rappelez-vous, il y avait une pub à l'ADEME au mois d'octobre 2024 où il y avait un type qui rentrait dans le magasin, il avait acheté une table à la brocante, il avait une table à poncer. Mais comme il ne savait pas que l'économie d'usage existait, il a voulu acheter une ponceuse, alors qu'il savait qu'il avait l'usage que pour une table. Et le dévendeur lui a dit, mais si tu n'as qu'une table à poncer, va plutôt la louer, ça va te coûter moins cher, tu me ramènes la machine après, moi je pourrais la relouer à quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement du bon sens.
C'est tellement vrai. Donc, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est même plus une question de dogme. C'est même plus une question de dire, bah oui, vous inquiétez pas, avec l'IA, on va trouver la martingale. On est dans un monde fini et on va être obligé aujourd'hui de passer à cette économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et comme c'est une économie qui est ultra rentable, pourquoi ? Parce qu'on n'achète plus les matières premières. On les achète une fois et on fait durer le produit beaucoup plus longtemps. Et donc, la grande innovation portée notamment par les équipes de GenAct, c'est de considérer demain, et c'est ça la grande nouvelle, et c'est absolument merveilleux, c'est qu'on va passer sur un concept où tout ce qui nous entoure aujourd'hui, on peut le considérer dans l'économie d'aujourd'hui comme des futurs déchets. Tout ce qui nous entoure ici, ça, c'est des futurs déchets. Futurs déchets, la table, tout ça, c'est des déchets, parce qu'on sait très bien que ça va finir à la poubelle. Si demain, on passe de l'obsolescence programmée par les industriels ou par la publicité des produits à la pérennité programmée circulaire, tout ce qui va nous entourer demain, on ne va plus considérer comme des déchets, mais on va le considérer comme des ressources. Et là, du coup, on va y faire très attention. Et donc, tout l'enjeu, c'est de changer les règles d'amortissement. Aujourd'hui, on a des amortissements sur des très, très petites durées, de 4-5 ans. Ça, c'est les règles comptables aujourd'hui, qui sont complètement débiles. Parce que quand vous regardez les produits d'aujourd'hui, il y a des composants qui vont s'user, parce qu'il y a des pièces d'usure, etc. Mais il y a des composants qui ne vont pas s'user. Si vous prenez un scooter, par exemple, un scooter d'aujourd'hui, par rapport à un scooter des années 70, eh bien, il y a près de 70% des composants qui sont exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On dit, on va faire du recyclage. Mais non, le recyclage, c'est une défaite de la conception. Et c'est beaucoup de matières premières, c'est beaucoup d'énergie pour recycler. Il ne faut pas recycler, il faut réemployer. Donc, il faut que les objets puissent être démontables, puissent être réparables, puissent être remanufacturés pour qu'on puisse réutiliser ces composants pour fabriquer d'autres objets. Et cette approche-là, ça demande de la standardisation, bien sûr. Ça demande d'avoir de la traçabilité sur ces composants. Aujourd'hui, l'informatique nous permet de le faire. Et de fait, le fait de ne pas avoir à aller chercher dans la nature des matières premières vierges à chaque génération de produits, eh bien, on va se soustraire du coût de ces matières premières. Et quand on regarde le débourser sec matières premières pour chacun des projets, enfin chacun des produits, il était de 4-5% dans les années 70, il est passé à 15% dans les années 80-90. Aujourd'hui, on a dépassé les 25% du coût des matières premières. C'est complètement dingue. Eh bien, si on regagne cette marge de manœuvre, eh bien, on va pouvoir louer les services de ces produits beaucoup moins chers et les entreprises vont faire plus de marge. C'est ultra rentable. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Alors cet argent, bien sûr, elle doit retourner à ceux qui prendront le risque. C'est normal que l'actionnaire soit rémunéré, évidemment. Mais surtout, il va falloir qu'on répare toutes les conneries de notre génération, de la génération d'avant. Donc il va falloir qu'on régénère. C'est pour ça qu'on souhaite aller vers une économie du vivant, une économie de la vie. C'est-à-dire une économie au service de la restauration du capital nature, parce qu'il y a 3 capitaux pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Le capital nature, qui est le plus important, le capital social, les gens, et le capital financier. Et le capital nature, il se reconstitue comment ? Il se reconstitue avec des solutions fondées sur la nature, inspirées du vivant, et surtout des solutions où on va pouvoir démontrer à ces parties prenantes que, bien sûr, on ne pourra jamais faire du business sans émettre de carbone. On ne pourra jamais faire de business sans utiliser des matières premières. Ce n'est pas ça qui est grave en soi. C'est surtout comment on inclut dans le processus industriel eh bien, le processus qui permettra de restaurer les puits de carbone au coût de maintien, qui permettra de remettre de l'eau potable dans les mêmes quantités que ce qu'on a utilisé pour le process de fabrication, de remettre de la biomasse dans la nature dans la même quantité, la même qualité que ce qu'on a utilisé pour fabriquer le meuble ou fabriquer n'importe quoi, et qu'on soit capable de démontrer comment on le fait pour un bilan comptable financier, eh bien que le capital nature, à la fin de l'année, a bien été remboursé. Et là, on commence à changer de registre. Et donc, tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de revenir dans les limites planétaires le plus vite possible pour éviter de passer les tipping points qui vont nous emmener dans l'économie de la mort. Donc le problème, c'est pas d'ailleurs la gravité en tant que telle de la situation, c'est le temps qui nous reste pour agir. Donc il faut faire décroître l'économie du non-essentiel. Ça, c'est la transition, c'est ça la vraie transition, c'est décroître l'économie du non-essentiel.
Et pour ça, il faut que ce soit les citoyens qui décident qu'est-ce qui est essentiel et pas essentiel. C'est personne d'autre que les citoyens. De quoi avons-nous réellement besoin pour être heureux? C'est ça la question. Et ensuite, une fois qu'on sera revenu dans les limites planétaires, c'est rentrer dans une économie de la post-croissance, une économie stationnaire, parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec les exponentiels jusqu'à la fin des temps. 2 ou 3% de croissance par an d'une économie de la mort et d'une économie de la vie, c'est ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est doubler le PIB en 25 ans. Ça, c'est des mathématiques de base. Mais est-ce qu'on peut se permettre ça, alors qu'on sait qu'il y a une corrélation directe entre cette augmentation de cette création de richesse qui aujourd'hui qui n'est que de la richesse économique, qui n'est pas de la richesse écologique? Eh bien, ça ne pourra pas, on ne pourra jamais faire de découplage, sachant que les scientifiques nous disent que si on veut revenir dans un climat, enfin, si on veut maintenir le dérèglement climatique dans des zones sûres pour l'humanité, eh bien, il faudrait qu'on baisse nos émissions en absolu, j'ai bien dit en absolu, de 5% par an entre maintenant et 2050. 2050, ça veut dire que quelle que soit la croissance organique de l'entreprise, eh bien, il faut baisser de 5%. Donc, si la croissance organique de l'entreprise, c'est 3%, mais il faut faire moins 8%. Donc, en réalité, et là aussi, il faut arrêter de mentir, on peut décarboner l'électricité, oui, on sait le faire. Mais tout le reste, on ne sait pas le décarboner aujourd'hui. On ne sait pas décarboner le ciment, on ne sait pas décarboner l'acier, on ne sait pas décarboner une grande partie de beaucoup de produits chimiques qu'on utilise et qui sont utilisés avec des énergies fossiles. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On ne saura pas le faire. On ne saura pas le faire dans le temps qui nous reste pour agir. Regardez combien il y a de cimenteries dans le monde, regardez combien il y a de sidérurgie dans le monde. On ne saura pas faire de l'acier bas carbone, on ne saura pas faire suffisamment d'hydrogène pour faire voler des avions. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est scientifiquement faux. Donc on voit bien que si on ne fait pas ralentir ça, on n'y arrivera pas. Donc le problème, il est culturel, il est associé à nos imaginaires, de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux? Et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, vous connaissez tous cette histoire de l'infirmière australienne qui avait posé la question à des malades de cancer en phase terminale dans des soins palliatifs et qui posait la question à ces gens-là, pendant des années, elle a posé la même question. Si vous pouvez rembobiner votre vie, alors qu'ils n'avaient plus que quelques jours à vivre, si vous pouvez rembobiner votre vie, qu'est-ce que vous feriez différemment? Et tous ont dit la même chose. Ils ont dit, si je pouvais rembobiner ma vie, je passerais plus de temps avec mes amis, ma famille, je passerais plus de temps à faire du sport, je passerais plus de temps à faire des activités ludiques, culturelles, d'apprendre un instrument de musique, d'apprendre une langue étrangère. Il n'y en a pas un qui va dire, si je pouvais rembobiner ma vie, je vendrais plus de casseroles, je ferais plus de tableurs Excel, etc. Il n'y a personne qui dit ça. Donc, le bonheur est immatériel. On n'a pas besoin d'avoir tous ces trucs-là. Le bonheur est immatériel, et si vous voulez en avoir le cœur net sur le fait que le bonheur est immatériel, je vous invite à regarder sur TF1+, eh bien, une émission qui s'appelle Play for Life. Vous avez Play for Life, ça dure 1h52. C'est des artistes et des lanceurs d'alerte qui vont vous démontrer que le bonheur est immatériel. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup pour tout ça, Fabrice. Peut-être deux questions avant de prendre un temps d'échange avec la salle. En fait, moi, quand je t'écoute, c'est rentable, ça va dans la bonne direction, etc. Pourquoi ça ne s'accélère pas? Pourquoi on n'y va pas tous plus massivement? Pourquoi toutes les dirigeants de boîtes aujourd'hui ne se disent pas, en fait, même sans l'engagement, qu'ils aient un engagement profond ou pas, ils disent, oui, c'est l'avenir, en fait, toutes les cases sont gauchées et qu'on galère encore autant globalement. C'est difficile d'expliquer le goût des fraises tant qu'on n'y a pas goûté. Voilà. Et j'aurais beau vous expliquer 10 fois le même exposé, vous resterez sceptique parce que vous dites, oui, mais est-ce que ça marche vraiment, quoi? Donc c'est pour ça qu'on a créé GenAct. Aujourd'hui, les 10 principes de l'économie à visée régénérative, ils sont documentés, on est capable de démontrer que ça fonctionne, mais pour que les gens en soient convaincus, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut mettre en place. Parce que, bien sûr qu'il y a des difficultés. Première difficulté, le marketing. Aujourd'hui, le marketing, c'est un marketing de possession. On dit aux gens, achetez ce produit, même si vous n'en avez pas besoin, achetez-le. Demain, ça sera sur un marketing d'usage. Ce n'est pas du tout la même façon de lancer le message, de donner le message aux clients. La conception des produits. Aujourd'hui, les ingénieurs, on les incite à faire des produits qui ne vont pas durer longtemps. Parce que s'ils font des produits qui durent trop longtemps, eh bien, forcément, il n'y aura pas de réachat. Et s'il n'y a pas de réachat, c'est le chiffre d'affaires d'après-demain qui n'est pas garanti. Moi, je peux vous dire que je connais des gens dans les entreprises automobiles qui me disent, et même dans d'autres industries,
on serait complètement capable de faire des voitures qui roulent 1 million ou même 2 millions de kilomètres. D'ailleurs, les Cubains le font depuis 60 ans. Hein. Et on serait complètement capable de le faire. On serait capable de faire des bas nylons pour les femmes qui durent 10 fois plus longtemps. On serait capable de faire des bâtiments qui durent 100 fois plus longtemps. On serait capable, les ingénieurs sont capables de faire ça. Mais ils ne le font pas, parce qu'on est sur une économie de volume, on est sur une économie de stock, alors qu'il faut qu'on passe à une économie de flux. Donc ça, c'était extrêmement perturbant. Et c'est ça, en fait, qui freine beaucoup les entrepreneurs, parce que de passer de cette économie de la mort à cette économie de la vie, ça rebat les cartes de tout. Et ce n'est pas le même système comptable, ce n'est pas la même façon de vendre, ce n'est pas les mêmes argumentaires commerciaux, ce n'est pas la même façon d'utiliser l'argent. Donc ça perturbe beaucoup et les gens restent souvent dans leur zone de confort et ils se disent, bon, bah, voilà, on verra la génération future, mais on n'a plus le temps aujourd'hui. On n'a plus le temps. Il reste moins de 25 ans pour atteindre la neutralité carbone. Mais c'est rien du tout une génération. Donc ça demande du leadership, ça demande du courage, ça demande aussi d'arrêter de faire croire à des personnes, à des gens qui n'ont pas forcément le recul pour comprendre tout ça, qu'il y aurait des solutions technologiques, que finalement on s'en est toujours sorti grâce à des innovations humaines. Regardez, l'intelligence artificielle, c'est formidable, etc. Mais quand on gratte un peu, hein, on l'a bien vu avec l'avion hydrogène, on l'a bien vu avec tout un tas de technologies qu'on nous a dit, rappelez-vous le métaverse, hein, il y a quelque temps, enfin, qu'on fait pchit, et ben, ça fera pchit aussi, non pas parce que c'est pas génial, c'est que de toute façon, il n'y aura pas les ressources physiques pour faire advenir ce genre de choses à l'échelle où les gens pensent qu'on va pouvoir y arriver. C'est pas possible, il n'y a pas les ressources physiques. Donc à partir du moment où il n'y a pas les ressources physiques, ça veut dire qu'on travaille sous contrainte. Et cette contrainte, ça a été dit, hein, on a une double contrainte aujourd'hui. Et pendant très longtemps, on s'est imaginé qu'on n'avait pas de contrainte, qu'on était capable de simplement, on avait besoin de matières premières, bah, on achetait les matières premières et basta. Bah oui, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des chantiers qui s'arrêtent faute de sable. Hein, et il y a aujourd'hui maintenant des vols de métaux en permanence parce que c'est devenu extrêmement rentable de voler des métaux. Aujourd'hui, vous avez quasiment tous les jours des vols de métaux. On n'est qu'en 2025 et on n'est qu'à 12 000 $ la tonne. Si on continue les courbes, quand on sera à 45 000, 50 000 $ la tonne, il va falloir mettre un flic tous les mètres pour surveiller les câbles. Parce que ça, finalement, on aura des matières premières autour de nous qui seront aussi précieuses que l'or. Comment c'est possible? Comment on peut vivre dans une société comme ça? C'est pas possible. Donc je pense que le personnel politique qui ne comprend pas ça, ou les patrons qui continuent de faire croire qu'on peut faire de la croissance responsable et que le découplage serait possible, etc., eh bien ça, j'appelle ça un crime contre l'humanité. Ok, merci. Une autre question, on a peut-être dans la salle des gens qui travaillent, je sais pas moi, en cabinet d'expertise comptable, en cabinet d'avocat, sur du pur métier de service. Et on prend souvent l'exemple, on se dit, bah oui, moi, je suis dans le BTP, j'arrive à concevoir un petit peu la bascule. Mais en fait, moi, je suis avocat, bah ok, une fois que j'ai fait mon ordinateur, j'ai fait attention à mon ordinateur, je fais du reconditionné, je prends le train, en fait, voilà, j'ai fait mon maximum. Dans ces métiers de service, comment on bascule aussi concrètement vers justement cette trajectoire? On se forme déjà au régénératif, donc Genac, ça sert à ça. Et on accompagne les clients qui sont dans l'économie matérielle, parce que tout le monde n'est pas dans l'économie de service, on a besoin d'industrie, on aura toujours besoin d'industrie, eh bien on les accompagne dans le changement de modèle. Un comptable aujourd'hui, je vous conseille de suivre, il est sorti aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on vous fait. Hein. Il y a le grand cours Sator. Qui connaît le grand cours Sator? Voilà, c'est Pierre Gilbert qui a inventé ce truc-là. Et si vous tapez Sator, S-A-T-O-R sur Internet, vous accédez à ça. Et suivez le grand cours Sator d'un type génial qui s'appelle Alexandre Rambaud, qui a fait un cours de 10 heures pour expliquer eh bien, la comptabilité, la méthode CARE en multicapitaux et l'importance de l'immatériel dans l'économie moderne. C'est limpide, c'est extraordinaire, vous serez conquis par la limpidité de son discours. Et l'implacabilité de son discours à ce monsieur, qui est un docteur en mathématiques, hein, qui est professeur d'économie à Paris-Dauphine, et qui explique que tant qu'on ne prendra pas en compte eh bien, ces trois capitaux dans le modèle économique des entreprises, on ne va pas y arriver. Donc les comptables, ben, il faut qu'ils se forment à la méthode CARE et qu'ils essayent, avec leurs clients, de l'appliquer progressivement
et parce que ça enseigne en fait ce que l'entreprise doit réellement faire pour créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Merci. Je rebondissais en effet sur les comptables parce que tout à l'heure, à un moment, j'ai noté, tu as dit compter ce que l'on doit, on ne le fait pas. Nous, dans la philosophie CEC aussi, il y a souvent une session qu'on appelle compter ce qui compte vraiment. Ouais. Et en effet, cette question de remettre les bons chiffres aux bons endroits par rapport à ce qu'on prend en fait aujourd'hui d'une manière gratuite dans la nature, je pense qu'en effet ça peut être un levier hyper important. Dernière peut-être question et après je passe la parole dans la salle. Je suis dirigeant de structure, moi, où je suis dans mon entreprise. Ça va peut-être pas, c'est deux questions du coup. Je suis dirigeant d'entreprise ou je suis salarié dans une entreprise et en fait, j'ai envie de faire bouger les choses. C'est quoi là ? Je commence par où ? C'est quoi ma première étape ? Quand on est dirigeant, c'est bien de faire le parcours CEC. Ça, c'est vraiment trop bien. Parce que le parcours CEC, c'est d'apprendre en 1 an à changer de modèle d'affaires pour aller vers ce type de modèle. Et je vous garantis qu'il faut bien 1 an. Hein. Tellement, parce que la difficulté, c'est de désapprendre tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis des décennies. Hein. Voilà. C'est d'apprendre la robustesse, d'apprendre l'économie telle qu'elle aurait toujours resté, c'est-à-dire au service du vivant, parce que nous sommes vivants et nous resterons vivants que si on vit encore mieux en interaction avec les autres espèces vivantes sur cette planète. Donc les parcours CEC, c'est pour les dirigeants. Et c'est bien de faire le parcours CEC. C'est même indispensable. Par contre, les dirigeants, s'ils sont tout seuls à avoir compris que leurs collaborateurs n'ont pas compris, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'on sait très bien qu'un dirigeant dans une entreprise, ce n'est pas lui qui produit. Hein. Et donc, pour faire en sorte d'engager toute l'entreprise dans ce type de modèle, il faut former les collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on a créé Genact. Genact, c'est une plateforme de formation. Hein, c'est une plateforme de contenu qui permet à des comptables, à des acheteurs, en fonction de leur métier, de trouver les modules qui correspondent à leur centre d'intérêt et par rapport à leurs propres compétences d'aujourd'hui. Mais une fois qu'on sait ça, et moi je dis toujours que dans la vie, ce n'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait que ce que l'on sait. Une fois qu'on sait qu'on a acquis un savoir sur une nouvelle façon de produire, si vous n'expérimentez pas, vous ne capitalisez pas. C'est comme celui qui fait du Duolingo pour apprendre une langue étrangère, mais qui ne va jamais parler avec quelqu'un qui parle cette langue. Il ne parlera jamais. Il faut expérimenter. Et expérimenter, c'est là que l'apprentissage est le plus important. Parce que bien sûr qu'il y aura des erreurs, bien sûr qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bien sûr que ça va être compliqué. Mais le conseil que je vous donne, parce que moi je l'ai expérimenté, c'est que si vous voulez que ça aille plus vite, bien sûr qu'il faut se former, mais essayez d'entraîner avec vous vos clients. Parce que si le client, lui, comprend et qu'il devient prescripteur de ce genre de choses, les choses vont beaucoup plus vite dès lors que le client est prescripteur et qu'il accepte de faire ce sacrifice, de donner son argent à l'entreprise pour récupérer le produit. Je vais vous raconter une histoire. Vous avez tous entendu parler de Nicolas Chaban. Vous savez qui est Nicolas Chaban ? C'est qui le patron de la brique de lait ? Ça vous dit quelque chose ? Lui, il a fait un truc formidable. Quand il a vu que les agriculteurs, les éleveurs plutôt se suicidaient parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, c'est quand même un drame, parce que c'est eux qui nous nourrissent quand même, il s'est dit, mais il les a rassemblés alors qu'ils ne connaissaient rien à ça, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 10 ans. Hein. Il les a rassemblés, il leur a dit, mais de combien le litre de lait devrait, on devrait vous l'acheter un peu plus cher pour que vous puissiez vivre dignement, c'est-à-dire au SMIC. Et les agriculteurs ont dit, si on était payé 8 centimes le litre supplémentaire, ça va, on s'en sort. 8 centimes. Donc, comme le client final, hélas, ne veut pas payer plus cher sa brique de lait, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des consommateurs, il leur a dit, voilà la décomposition d'une brique de lait. Le lait, le manufacturing, c'est-à-dire la brique de lait, il faut le traiter. Donc, il y a la laiterie, il y a le transport, il y a la distribution, il y a quand même tout un tas de coûts. Et il a demandé pour quel type de coût les consommateurs étaient prêts à payer. Pour le salaire de la multinationale de Lactalis ou je ne sais pas quoi, le salaire du patron, les dividendes, ou pour avoir un lait avec un producteur justement rémunéré et le bien-être animal pris en compte. Donc à l'arrivée, la brique de lait ne coûte pas plus cher, sauf que la décomposition du prix a fait que c'est beaucoup plus responsable. Résultat des courses, quelques années après, la brique de lait la plus vendue en France, c'est la brique de lait, c'est qui le patron, 16 millions par jour, très loin devant ses concurrents, avec zéro publicité parce que ceux qui font la publicité
de cette brique de lait, eh bien, ce sont les clients consommateurs. C'est pas une belle histoire, ça? Eh bien, faisons ça pour tous les produits, vous allez voir. Si les gens étaient conscients que quand ils donnent 1 euro pour un produit écocidaire, que cet euro, en fait, il alimente des spéculations, des salaires déments, des dividendes, etc., je pense que les gens hésiteraient un peu plus avant de donner leur argent. Merci, on va rester sur cette belle note. On va faire un petit jeu de micro. Tiens, je te le donne. Alors, on va ouvrir le temps de questions du coup avec la salle. Qui est le premier à se lancer? J'allais dire parfois c'est un peu dur la première question, mais même pas. Merci beaucoup. C'était très clair et très intéressant. Parmi les différentes pistes que vous avez évoquées, il y a la piste effectivement de l'économie de l'usage et de la fonctionnalité. Ça fait 30 ans qu'on l'enseigne dans les écoles de commerce. Le cahier des charges fonctionnelles, le TCO, le coût complet, etc. Ma question, c'est est-ce que ça ne serait pas aussi une piste de travail? Vous avez dit à l'instant, faut entraîner les clients. Moi, j'ai envie de dire, on peut aussi entraîner les fournisseurs. Parce que je pense qu'il y a un bon levier, c'est la demande, en fait. Ma question spécifique, c'est par rapport au C3D. Je viens de regarder à peu près la liste des 400 entreprises. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup de la commande publique, on va dire. Parce que là, je pense que c'est un vrai sujet. Dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans l'armée, pour connaître ce secteur, on achète un peu n'importe comment, et encore moins, comme vous l'avez évoqué. Donc, d'après vous, est-ce que ce ne serait pas une piste d'intégrer, si c'est possible, des directeurs de centrales d'achat dans ces secteurs publics pour faire avancer les choses, au moins sur ce secteur qui me paraît être un secteur lourd. En plus, aujourd'hui, on parle de budget, et avec les problématiques que ça peut... Donc, je voulais avoir votre avis sur cet aspect commande publique. Vous avez complètement raison. Et j'ai été auditionné des dizaines de fois, moi, devant des députés pour leur expliquer cette notion de coût complet, de dire, voilà, tout ce qu'on n'achète pas bien à la conception, à la construction, on le paye cash à l'exploitation, et souvent, les budgets sont séparés. Donc, il y a un budget de construction, puis il y a un budget d'exploitation, séparé. On leur a expliqué 135 fois. Mais voilà. Et donc, vous savez, c'est compliqué. Comment? Il faut faire une loi. Il faut, en tout cas, peut-être pas faire une nouvelle loi, mais en tout cas, changer la loi telle qu'elle est bâtie aujourd'hui pour faire en sorte de revenir au bon sens. Aujourd'hui, est-ce que dans une école, quand on construit une école ou quand on rénove une école, est-ce que c'est important que l'école soit propriétaire de sa pompe à chaleur ou soit propriétaire de son armoire électrique, ne serait-ce que ça? Non, c'est pas ça qui est important. Eux, ils ont besoin de l'usage. Et aujourd'hui, c'est dingue, dans la commande publique, il n'y a même pas, ou quasiment pas, de prescription de réemploi. Si vous prenez le secteur du bâtiment que je connais bien, 46 millions de tonnes par an, ça correspond à 1% de déconstruction, 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment. Est-ce que vous croyez que c'est dans ces 46 millions de tonnes, il n'y a rien à réutiliser? Alors, il y a un peu de recyclage en sous-couche routière pour les pondéreux, mais tout le reste, ça part en centre d'enfouissement de déchets inertes, certes, mais en centre d'enfouissement. Moins de 1% est réemployé aujourd'hui. On jette des toilettes, on jette des lavabos, on jette des armoires électriques, on jette des faux planchers, on jette des huisseries, on jette. Et ensuite, on est obligé de les refabriquer pour les travaux neufs. Mais on marche complètement sur la tête. Si les anthropologues du XXIe siècle, quand ils vont voir comment gérer les ressources, ils vont dire mais ils étaient complètement cons. C'est pas possible. Donc oui, vous avez complètement raison, monsieur. La commande publique, mais là, il faut dire qu'on a le niveau des politiques est quand même, je pense que là, on a atteint le fond. Là. Ils ne comprennent pas ça. Il est temps qu'on ait dans les politiques des gens qui savent compter. Il faut apprendre à compter, il faut apprendre la finitude du monde. Mais ça, ils sont complètement à l'ouest là-dessus. Ça me désole. Une autre question? Et là-bas, il y en a là. Ok, super. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la conférence, c'est vraiment super. Donc, moi, je suis entrepreneur dans l'industrie et comme vous disiez, on va continuer à avoir besoin d'industrie. Moi, ce que je vois comme difficulté actuellement, c'est que il y a des pièces qui sont usées et qu'il faut effectivement recycler. On n'a plus de fonderie en France je dirais qu'il y a un vrai problème d'acceptabilité pour les usines de recyclage. Alors qu'on préfère, faire extraire le minerai en Guinée et envoyer les déchets au Bangladesh. D'où la pérennité programmée.
D'où la pérennité programmée. Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, enfin ça ne vous a pas échappé, mais la France et l'Europe dans son ensemble ne disposent pas de matières premières vierges ou très peu. Agricoles, oui, mais en matières premières minérales, très peu. Donc on importe tout. Donc c'est une question de souveraineté, d'arrêter de gaspiller, tout simplement. On achète à peu près entre 80 et 100 milliards d'euros par an d'énergie fossile aux pays producteurs. Alors ça nous permet d'avoir le Paris Saint-Germain, hein. D'accord, très bien. Mais ça fait léger comme avantage quand même. Donc il faut en vendre du chabichou pour combler la balance commerciale lorsqu'on est tellement dépendant des ressources des autres. Et pour les ressources minérales, c'est la même chose. Donc si on veut, comme on n'a plus de fonderie, comme vous dites, on a intérêt à faire en sorte que ce qu'on a fabriqué une fois, on le fasse durer beaucoup plus longtemps. Donc avant de parler de recyclage, il faut déjà parler de réemploi. Le recyclage, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. On nous fait croire qu'il y a les manufacturiers du plastique qui nous disent le plastique, on va prendre du plastique recyclé et comme ça, on va pouvoir continuer d'utiliser le plastique. Mensonge, parce qu'on sait très bien que le plastique, lorsqu'on le recycle une fois, 2 fois, ça va, mais à la 4e ou 5e fois, il perd ses caractéristiques et on est obligé de réinjecter encore une fois des matières premières vierges. Et c'est pareil pour les métaux. La plupart des métaux aujourd'hui sont des métaux qui sont, c'est rarement utilisé pur, à part pour le cuivre, pour la conductivité, etc. Mais la plupart des autres, les métaux techniques, c'est des alliages. Mais si vous faites des crêpes ce soir en rentrant, là, vous mettez de la farine, des œufs, du sucre et du lait que vous mélangez, et vous dites merde, putain, il faut que je récupère les œufs, c'est mort. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les métaux ? Les métaux, en fait, on fait du recyclage mauvais, on fait des fers à béton, je le sais, hein, mais on ne récupère pas le molybdène, on ne récupère pas le tungstène, on ne récupère pas ça. Donc, on a tout intérêt, alors que les aimants permanents, ça s'use jamais. Ça s'use jamais. Il y a des métaux qui ne s'usent jamais. Autrement, sur des temporalités qui sont 15 fois plus importantes qu'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne la pérennité programmée circulaire. La pérennité programmée circulaire, c'est possible. L'objectif, c'est de faire durer les produits, de faire durer les composants de ces produits et de ne plus considérer ces composants comme des futurs déchets, mais de considérer ces composants comme des banques de matériaux pour le futur. On va au fond peut-être ? Oui, au fond. Tu vas au fond ? Adèle, une femme. On alterne, on s'excuse. Merci beaucoup. Alors oui, vive l'économie de la vie. Ce dont vous avez parlé derrière, il y a une vraie question démocratique. En fait, vous avez parlé c'est les citoyens qui doivent choisir. Vous avez parlé de politique. En face, on a des gens qui ont énormément d'argent et qui poussent pour des médias et faire de la désinformation climatique, poussent aussi pour faire élire des personnes qui sont contre tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de politiques qui sont tout à fait conscients, qui font des choix. Quand on a un président qui dit moi ce que je veux c'est que les jeunes ils rêvent d'être milliardaires, il y a un vrai sujet aussi derrière. Donc comment on fait pour lutter contre ça, parce que ces gens-là en fait ils ont énormément d'argent, enfin c'est eux qui ont le plus d'argent dans le monde. Donc comment on fait, même s'il y a énormément de bonne volonté, mais en face ces gens-là ils s'en fichent complètement et eux clairement c'est la terre brûlée quoi. Merci. D'abord j'en sais rien, j'ai pas réponse à tout. Moi je dis simplement à un rang motivant entraîne le banc. À un rang motivé entraîne le banc, c'est-à-dire que soyons des colibris, là, agissons déjà dans notre sphère d'influence, à nous, en mettant en place ces modèles-là, modestement, et je crois beaucoup, moi, à la diffusion mimétique d'une bonne pratique. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, hein. Donc, on n'a pas besoin d'être majoritaire. D'ailleurs, Éric Duverger, qui est le créateur de la CEC, parle du pivot majoritaire, mais ce pivot majoritaire, c'est quoi ? Il n'y a pas besoin d'être à 50% conscient de tout ce qu'on vient de se dire pour que ça bascule vers ce qu'on veut avoir. Il y en a qui disent que c'est 5%, d'autres qui disent que c'est 10%, je ne sais pas exactement. Mais je pense que s'il y a suffisamment d'exemples, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'économie régénérative, on donne toujours le nom des mêmes entreprises, Expanscience, Pocheco, Interface, Patagonia, et puis après on se dit, oui, mais où sont les autres ? Alors, en fait, en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Mais on n'a pas encore atteint la taille critique d'exemples pour que ça devienne une évidence. Et tout l'enjeu des 5 ans qui viennent, parce qu'en fait c'est un peu le temps qui nous reste, ça va être de multiplier les exemples, même si ça n'embrasse pas complètement les 10 principes de l'économie à visée régénérative tels que c'est défini dans le GenAct, mais même si c'est que de 4, même si c'est que 5, s'il y a des exemples dans tous les domaines, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services, s'il y a des exemples concrets qui marchent, et qui sont opposables, et qui peuvent être des belles histoires à raconter, eh bien, moi, je crois que ça peut basculer. Enfin, en tout cas, avec Éric Duverger, on pense que ça peut basculer.
Et je dirais l'autre, comme Mathieu Baudin le dit souvent, au pire, ça marche. Voilà. Et dans ces belles histoires, si vous voulez aussi en trouver en local, je vous invite à regarder. Alors, il y en a plein, mais notamment une très belle histoire de l'entreprise Arcadie, près d'Alès, qui est vraiment une entreprise hyper avancée sur tous ces sujets. On repasse au fond, encore une, et après on reviendra dedans. Bonsoir, moi je suis maître d'ouvrage public dans les transports. Il y a eu des idées qui n'ont pas forcément bien marché. Il y a 20 ans, on a essayé de faire des partenariats publics-privés pour les dépôts de tramway, par exemple. On se disait la collectivité, elle veut des trams qui roulent, mais pas forcément acheter un dépôt. Donc en fait, le BTPiste a fait un groupement avec des exploitants pour monter un partenariat public-privé. Et puis à la fin, ce qui se passe, c'est que la collectivité, au lieu de payer les intérêts à la banque, elle paye les intérêts à la banque plus les intérêts du BTPiste qui finance, qui apporte un vrai service. Mais le coût global financier n'est pas positif. On a eu la même idée pour louer des tramways, de faire du leasing plutôt que de les acheter en remboursant les banques. Ça n'a pas trop bien marché. Donc j'en viens à ma question. Là, je me prête à... Excusez-moi, mais l'économie de la fonctionnalité, c'est pas du tout ça. Hein. Si vous confondez PPP, leasing et EFC, ça n'a rien à voir. Dans les PPP, jusqu'à preuve du contraire, je connais bien ce sujet, hein, très très bien ce sujet. Oui, l'entreprise construit un bien, construit un bien avec des fonds qui sont souvent apportés par des banques, parce que la collectivité n'a pas les moyens de financer le truc, et reste propriétaire, reste exploitant du bien le temps de rembourser le prêt. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas une logique de pérennité programmée, ça. Hein. C'est pas du tout une logique. Les équipements qui sont présents dans le bâtiment, ils sont sélectionnés avec la même façon de faire qu'un modèle classique. Il ne reste pas la propriété de ceux qui ont fabriqué l'équipement. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne produit pas de la durabilité en faisant ça. Donc ça, c'est un modèle financier. C'est un modèle de leverage, c'est pas un modèle d'affaires durable. Ça n'a rien à voir. Et le leasing, c'est pareil. Donc c'est pas ça l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, il faut que le produit reste la propriété de celui qui l'a fabriqué. Ça change tout. Ok, donc là, je dois construire un nouvel atelier. Oui. Vous me conseillez de commencer par quoi? Eh bien, regardez dans ce nouvel atelier, je vais vous donner plusieurs exemples. Vous aurez forcément besoin d'un onduleur, peut-être dans cet atelier. Eh bien, aujourd'hui, l'entreprise Legrand propose des onduleurs as a service. Vous aurez besoin d'armoires électriques. Il y a aujourd'hui des armoires électriques chez Schneider qui sont soit en réemploi, soit en as a service. Pareil pour des panneaux solaires. Pareil pour des bornes de recharge. Vous aurez peut-être besoin de bornes de recharge sur votre atelier. Et aujourd'hui, si vous avez besoin d'outillage, il y a aujourd'hui des entreprises dans le C3D, on a 85 entreprises qui proposent, ça dépend quel type d'outillage, des machines qui sont plus vendues aux clients, mais qui sont louées aux clients et vous en bénéficiez simplement de la fonctionnalité. Si vous voulez vraiment faire un breakthrough dans votre atelier et donc baisser le CAPEX et améliorer la fonctionnalité, c'est tout à fait possible. Il faut que vous soyez prescripteur. Merci. Merci beaucoup. On en reprend une au fond et puis on revient. Non? Tu reviens devant? Par ici, une femme. Une femme et après. Bonsoir. Moi, je me demandais pourquoi on fonce tête baissée dans l'IA en sachant qu'on n'aura plus d'eau et plus d'élec bientôt et que c'est juste un puissant fond, quoi. Il y a déjà, je crois, ils montraient l'autre fois à la télé qu'il y a des data centers de dingue aux États-Unis, il y en a partout, et que les gens dans les villes à côté, ils n'ont plus d'eau dans la cuisine, quoi. Oui, vous avez raison. Si vous lisez le dernier rapport du Chi Project sur ce sujet, il y a une infographie qui est très très bien faite qui montre que la consommation d'énergie finale pour soutenir l'IA mondiale aujourd'hui, c'est équivalent à la consommation d'énergie d'électricité de la France, 440 TWh. Je ne sais pas si vous voyez, c'est complètement dingue. Uniquement pour ce service-là. Et les projections en 2030, c'est 2200 TWh. C'est toute la consommation énergétique électrique de l'Europe et une partie de l'Afrique. Là, on marche vraiment sur la tête. Là. On marche vraiment sur la tête parce qu'au-delà de la consommation d'énergie, il y a, vous l'avez raison, madame, la consommation d'eau, la consommation de métaux, hein, et puis aussi tous les débiles qu'on va fabriquer avec ça. Parce qu'aujourd'hui, autant l'agriculture intensive va fabriquer de l'obésité, l'IA va fabriquer la débilité. Hein. Parce qu'en fait, maintenant, il n'y a plus besoin de réfléchir, il suffit de poser la question au truc. Donc là, il n'y a qu'une chose seule à faire, hein, c'est la régulation. On va avoir besoin de régulation. Vous savez, la régulation, c'est toujours un peu le truc qui arrive à la fin. Personne ne s'en souvient ici, mais si vous écoutez les historiens des transitions, notamment Nicolas Fressoz, c'est quoi son prénom? Jean-Baptiste Fressoz. Il explique, Jean-Baptiste Fressoz, qu'au début de l'automobile,
il y a très longtemps, je sais pas, il y a 150 ans, au début de l'automobile, eh bien, il y a eu énormément d'accidents de la route. Pourquoi ? Parce que une voiture, ça va, même les voitures de l'époque, ça allait plus vite que les chevaux ou que les calèches, qui étaient la plupart du temps ou pas. Et donc, les gens se faisaient écraser. Ils se faisaient écraser sur la route, tout simplement. Et il a fallu attendre près de 20 ans pour qu'il y ait un code de la route, pour se dire, ça serait peut-être bien qu'on dise que quand il y a un croisement, on s'arrête, parce que les premières voitures, au croisement, elles ne s'arrêtaient pas. Hein, il n'y avait pas de code de la route, il n'y avait pas de peur du gendarme à l'époque. J'espère que pour l'IA, on ne va pas attendre 20 ans pour réguler. Parce que imaginez qu'il n'y ait pas de code de la route pour... alors déjà qu'il y a 3600 morts par an avec un code de la route, il y en avait 17 000 en 1970, mais il y en a encore 3600, ça veut dire que même quand il y a de la régulation, il y a des déviances. Et toute technologie, vous avez toujours l'usage et le mésusage. Vous avez un marteau, vous l'utilisez pour enfoncer un clou, il n'y a pas de problème. Vous l'utilisez pour taper sur la tête de votre voisin, c'est pas bon. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais faire en sorte une technologie n'est jamais neutre en soi. Et qu'est-ce qui fait qu'on va flécher la technologie dans le bon sens ? Ça ne peut être que la régulation. Il ne faut pas compter sur le bon sens des gens. Imaginez que demain on dise, attends, la voiture, ils ont compris, il ne faut pas rouler bourré, il ne faut pas rouler drogué, il ne faut pas rouler trop vite, on enlève le code de la route. Ah oui, vous croyez que ça va faire baisser le nombre de morts ? Ils sont conscients. Bien sûr que non. On a besoin de régulation, ce n'est pas un drame la régulation. D'ailleurs, la meilleure façon de conserver notre liberté, c'est de faire preuve de plus de responsabilité. Prochaine, je crois que c'est là. Il y a une fonctionnalité qu'on utilise tous, c'est l'espace public. Dans l'espace public, aujourd'hui, on se rend compte que la place de la Comédie est interdite aux trottinettes, les véloroutes doivent rouler doucement parce que le samedi, il y a un problème. Le samedi, on est tous sur cet espace. Les mardis et les jeudis, qu'on circule en voiture, à vélo, à trottinette ou à pied, on a énormément de monde sur tous les axes de circulation et les bureaux sont pleins. C'est-à-dire qu'une entreprise qui pratiquerait le télétravail et qui voudrait dégager quelques locaux, elle ne peut pas le faire parce que le télétravail, c'est le lundi, c'est le mercredi, c'est le vendredi, mais sûrement pas le mardi et le jeudi. Autrement dit, le mardi et le jeudi, on partage des espaces publics, on crée des accidents, on a besoin de plus de bus, donc plus d'ateliers pour les réparer, et néanmoins, on est très nombreux à les utiliser. Alors moi, j'ai une proposition à faire qui est parfaitement inacceptable. Et pourtant, elle me semble résoudre ce problème-là. On travaille trop, 35 heures, c'est beaucoup. 32 heures suffirait probablement. 32 heures réparties sur 4 jours, ça libère du temps où on a moins de chances d'être dans des espaces communs. 32 heures payées 32, si on a moins d'argent, on fait moins de dégâts. Donc il faudrait l'accepter. Et 32 heures réparties sur 6 jours, autrement dit, on répartit ces 32 heures. Et en plus, avec peut-être un jour de télétravail chaque fois que c'est possible sur ces 6 jours, eh bien, c'est moins de départs pour des week-ends. Autrement dit, on a moins besoin de résidences secondaires. Et c'est des espaces publics dans lesquels les trottinettes et les vélos peuvent circuler en permanence. Les vélos peuvent prendre le tramway et on peut tous partager une vie plus simple dans laquelle... Présentez-vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la fonctionnalité? Écoutez, moi je trouve qu'on peut gérer les courbes de charge, parce que ce que vous venez d'indiquer là, c'est gérer une courbe de charge, tout simplement. Et la courbe de charge, on les gère avec un signal prix. Hein, c'est comme ça qu'on le gère. Et c'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, c'est comme ça que font ceux qui font des systèmes de transport comme la SNCF. Les billets sont plus chers à certaines périodes et moins chers à d'autres pour équilibrer la courbe de charge. Si on veut qu'il n'y ait pas de pic de congestion à un certain moment, à un moment donné, le signal prix est une bonne manière d'écraser le système pour faire en sorte que ce soit vivable en permanence. C'est à la commande publique, c'est à la puissance publique, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Et s'il y a des moments dans la journée où ça devient invivable, il faut certainement faire en sorte qu'à ce moment-là, ceux qui utilisent ces services-là, ça se coûte un peu plus cher. Il y a une autoroute, d'ailleurs, en France, qui régule le prix du péage en fonction de la fréquentation. C'est l'autoroute A14. Hein. Ça marche très très bien.
Ça marche super bien, parce qu'avant tout le monde rentrait, au même moment, c'était des embouteillages monstres. Là, si vous rentrez plus tôt dans l'après-midi, ben, ça coûte notablement moins cher que si vous rentrez aux heures habituelles. Ben, ils ont étalé la courbe de charge et du coup, il n'y a plus de problème. Ben, c'est une façon de faire. Allez, je crois qu'on va prendre 2 questions encore. Il y en a une au fond. Alors, je sais que je vais faire des frustrés après, je suis désolé, mais il sera encore là après. Bonsoir. Je me demandais si est-ce que le problème finalement avec l'EFC et l'économie circulaire, c'est pas le système économique mondialisé, parce que finalement pour faire de l'EFC, il faut des locaux pour la réparation, pour la logistique, l'entretien des produits. Ouais. Il faut aussi beaucoup de monde, donc des salaires qui sont beaucoup plus coûteux en France évidemment qu'en Chine et au Bangladesh. Et pendant ce temps-là, les matières premières, plastiques, etc., sont pas du tout chères. Ne coûtent pas cher et la production n'est pas chère non plus dans d'autres pays. C'est vrai par exemple pour les vêtements. Ça peut être beaucoup moins cher aujourd'hui d'acheter un vêtement sur Chine qu'un truc Emmaüs. Et aujourd'hui, on sait que les centres, par exemple, de reconditionnement en France sont noyés sous les vêtements de basse qualité. Et même avec un modèle où finalement ils payent très peu les gens, ils sont obligés d'exporter ça dans des pays où ça coûte moins cher. Et je pense qu'il y a ça dans pas mal d'industries aussi. Donc est-ce que ça peut marcher dans un système mondialisé ? Alors, là où vous avez complètement raison, c'est qu'on a affaire à un triangle. Hein. Alors, il y a le triangle de l'inaction, puis il y a le triangle de l'action. Tout ce que je viens de vous raconter, ça ne marchera que si c'est accompagné d'un peu de régulation. C'est clair. Donc, il y a besoin de la régulation pour flécher les flux là où c'est compatible avec l'économie de la vie. Il y a les entreprises qui doivent changer de modèle d'affaires pour aller vers des modèles bien sûr, où vraiment ils vont rompre avec l'économie linéaire. Et puis il y a les citoyens qui doivent, bien sûr, par leur pouvoir d'achat et leur capacité à discriminer des produits durables et non durables, eh bien, faire le bon choix lorsqu'ils sortent leur carte bleue, lorsqu'ils sortent leur carnet de chèque pour acheter quelque chose. Et un tabouret, c'est mieux si les pieds ont la même taille, parce que sinon c'est bancal. Donc on ne pourra pas faire de l'EFC, on ne pourra pas faire changer de comportement les citoyens si, bien sûr, il y a la puissance publique ne flèche pas la régulation dans ce sens-là. Et hélas, quand on voit ce qui s'est passé avec le Green Deal, où quelques multinationales, sous pression d'actionnaires américains, ont détricoté en fait complètement cette régulation européenne qui était là pour protéger en réalité la souveraineté européenne des pays, des produits à bas coût qui arrivent de partout sans scrupules environnemental et social, et ben ça c'est une catastrophe. Parce que on pense aujourd'hui que ça va permettre de maintenir des prix bas pour un certain nombre de produits qui arrivent en Europe, et donc c'est bon pour le pouvoir d'achat des gens, mais en réalité c'est excellent et c'est très très mauvais pour l'emploi en Europe, et c'est très très mauvais bien sûr pour l'environnement. Donc, on ne fera pas sans régulation, madame. Il nous faut de la régulation. Donc, là, le levier qui est à notre disposition, ça s'appelle un bulletin de vote. Voilà. Allez, dernière question, et c'est là où je sais que je vais faire plein de frustrés. Monsieur Ouf. Ouais. Moi, je voulais vous poser une question personnelle. En fait, il y a 20 ans, il existait le Collège des hautes études au développement durable qui a formé beaucoup de dirigeants à la bascule. L'idée de la question, c'est pour essayer de comprendre la difficulté de la bascule. Et pourquoi vous, à l'époque, vous n'avez pas basculé ? C'est une très bonne question. Hein. C'est ce que je vous disais en introduction de cette conférence. Hein, c'est que moi, j'ai compris ça très très tard, à 43 ans, hein, en voyant le film d'Al Gore. Vous avez vu ce film, Une vérité qui dérange ? Ça a été un choc. Et c'est là que j'ai compris que, bah oui, on allait complètement dans le mur. Et j'ai rencontré Jean Covici à l'époque. Finalement, c'est ces rencontres-là qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que, on marchait complètement sur la tête. Hein. Et à force de côtoyer ces gens-là, de côtoyer les scientifiques, Jean-Pascal Wandy-Percel, Madame Masson-Delmotte, etc., on s'est dit, mais c'est pas possible. Et au C3D, on a décidé donc de se former pour essayer de faire shifter nos entreprises. Mais il faut savoir que les directions de plan durable disposent de très très peu de pouvoir en réalité. C'est anecdotique, donc je suis bien placé pour vous le dire. C'est anecdotique, il faut une force d'âme énorme pour faire changer un modèle d'affaires. Mais j'ai la faiblesse de penser que, comme ça a été dit tout à l'heure, on est de plus en plus conscient du problème.
que l'éco-anxiété, c'est une réalité, que le backlash, en réalité, c'est un backlash de façade orchestré par des médias qui, comme ça a été dit par la dame tout à l'heure, n'ont pas intérêt à ce que ça change parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts égoïstes, mais que dans la population, y compris ceux qui votent à l'extrême droite, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie que la planète soit saccagée. Je ne crois pas. Donc je pense qu'on est majoritaire. Il faut juste qu'on s'entende sur l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est l'économie de la vie. Merci. Merci beaucoup. On passe à la présentation de la CEC. Voilà. Bonsoir. C'est un peu l'horreur de passer après parce que j'ai juste envie de donner mon avis sur toutes les questions, mais moi je suis pas là pour ça, donc je vais juste dérouler, mais qu'est-ce que j'ai des commentaires à faire, c'est fou. Alors, j'aimais bien l'idée des sondages, parce que tu as beaucoup mentionné la CEC, donc aux mains levées, qui connaît déjà la CEC ? Ok, très bien, merci. Et deuxième question, qui participe à la CEC Occitanie 2026 ? Ouais, trop bien. Alors, effectivement, donc la CEC, c'est une association nationale qui décline des parcours dans les territoires pour les dirigeants d'entreprises et d'organisations. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus, sachant qu'on est très content de lancer un parcours en Occitanie, donc en 2026. Donc, en fait, la CEC, c'est né juste après la Convention citoyenne pour le climat, où en fait, dans les propositions, finalement, il y avait peu de choses pour le monde économique. Et on s'est dit, mais en fait, si les propositions sont pour le monde économique, peut-être qu'il faudrait un parcours pour que les dirigeants s'emparent de ces questions-là. Et donc, ça s'est lancé par Éric Duverger de façon assez spontanée. Il y a eu 150 entreprises qui ont participé, à l'image de l'économie française. Donc, il y avait des petites entreprises, des moyennes, des grandes, à gauche, en haut, en bas, à droite. Et donc, ça a donné beaucoup de belles histoires, tellement que du coup, ils ont voulu que ce mouvement-là s'inscrivent dans le temps et que d'autres dirigeants puissent faire ce parcours. Et donc ça s'est régionalisé depuis. Et donc 4 ans plus tard, la CEC, donc c'est 25 parcours qui ont été lancés, plus de 1400 entreprises qui ont été embarquées, plus de 1000 feuilles de route qui ont été publiées. Et donc les 2 chiffres que je vais commenter un peu plus longuement, donc c'est les projets coopératifs à l'échelle des territoires. On verra pour vraiment créer la bascule, enfin tu l'as dit Fabrice, mais il y a effectivement une transformation de son organisation, donc le périmètre de ce que je peux faire tous les jours, et on se rend compte qu'il y a quand même un paquet de choses qui ne dépendent pas que de nous, et donc en fait l'idée des projets coopératifs territoriaux, c'est aussi de se dire ok, je vais aller voir mes concurrents, mes fournisseurs, mes parties prenantes, etc. et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Donc il y a toujours, dans la CEC, il y a ce double axe, c'est je nettoie chez moi et après je vais convaincre le voisin de faire la même chose chez lui. Et le deuxième chiffre que je voulais vous donner, donc c'est 8,6, c'est la note de satisfaction des participants. En fait, ça c'est assez important pour nous parce que dès qu'on va voir des gens en leur proposant de participer à la CEC, on a toutes les raisons du monde, j'ai pas le temps, c'est trop cher, mais moi je fais tout très bien, etc. En fait, la méthode CEC, c'est une méthode qui aide à cranter. Convention des entreprises pour le climat, mais on le dit moins parce qu'aujourd'hui on s'adresse à plus de monde que les entreprises et on parle de beaucoup plus de choses que le climat, donc on fait une espèce de... Mais voilà, et donc effectivement la méthode CEC elle aide à cranter les pas supplémentaires. Donc les organisations et des feuilles de route n'en aient pas, qu'elles soient très matures sur le sujet ou pas, en fait on fait faire ce ou ces pas supplémentaires, et donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir dans les parcours une diversité de profils qui est hyper intéressant, et donc c'est aussi ce qu'on encourage. Voilà, donc réponse à la question, pourquoi on parle aujourd'hui, enfin la promesse d'un parcours aujourd'hui de la CEC, c'est d'arriver à accompagner les dirigeants sur cette question, comment pérenniser son activité dans un contexte instable. Nous, on décrit aujourd'hui 3 types d'instabilité, les instabilités climatiques, les instabilités politiques et les instabilités économiques. Et évidemment, elles se nourrissent les unes les autres. Plus il y a de problèmes climatiques, plus il y a de guerres, et donc plus il y a de problèmes politiques et donc économiques, etc., etc. Et donc la réponse qu'on apporte dans les parcours, c'est 3 réponses. La première, c'est intégrer les limites planétaires dans son modèle d'affaires.
La deuxième, c'est améliorer la robustesse de son organisation. Et la troisième, c'est la coopération. Et donc, en fait, comme toutes ces notions sont quand même très théoriques, ce qu'on fait concrètement dans un parcours, c'est qu'on va travailler pendant une année à vraiment voir dans son entreprise qu'est-ce que c'est. On l'a dit, une formule qui va marcher dans une entreprise A ne va pas fonctionner dans une entreprise B. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais chez moi, qu'est-ce que je questionne, qu'est-ce que je teste, etc. Et donc, voilà, donc ça c'est la mission de la CEC. On retrouve un peu les mots de la soirée, l'économie régénérative, la bascule, etc. Et donc dans le parcours en Occitanie, nous on a aussi rajouté d'autres mots-clés, l'idée d'un collectif d'organisation, l'idée de s'appuyer sur les atouts du territoire, de coopération. Voilà. Donc, et pour entrer donc un peu plus en détail, un parcours CEC, ça s'appuie sur ces 5 piliers. Donc c'est un collectif de dirigeants et de dirigeantes. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand un dirigeant avec toute la bonne volonté du monde se lève le matin avec l'envie de changer les choses, il est très vite rattrapé par les problèmes du quotidien, et deux, plus il gratte, plus ça fait peur, parce que quand même ce qu'on découvre, ça fait un peu flipper, et que quand on est tout seul à se poser des questions, mais globalement, on gratte un peu, mais pas beaucoup. Un alumni disait l'autre jour, quand on aborde la RSE uniquement en surface, ce ne sont que des contraintes. Quand on le fait en profondeur, ce n'est que de la robustesse et de l'innovation. Donc c'est un peu cet état d'esprit qu'on a dans la CEC, c'est que se poser les questions à plusieurs, un, c'est plus agréable, deux, on va plus loin, et trois, on arrive à imaginer des liens qu'on n'avait pas forcément imaginés quand on le faisait tout seul. Le deuxième point, c'est le questionnement sur la raison d'être. En fait, on en a parlé, c'est en fait une des questions qu'on pose au tout début du parcours, c'est honnêtement, il se passe quoi si ta boîte elle disparaît, si ton organisation elle disparaît dans 20 ans, qui la pleure, qui la regrette, etc. Et donc en fait, on va réfléchir à l'inverse et donc vraiment travailler cette notion de raison d'être. Le troisième pilier, c'est l'approche holistique et systémique. Donc d'une part, on n'aborde pas que les enjeux climatiques, comme le dit le nom de l'association, mais aujourd'hui on a vraiment étendu, on s'appuie beaucoup sur la théorie du donut, le plancher social, le plafond écologique, les 9 limites planétaires. Et l'approche systémique, c'est aussi d'éviter de vouloir qu'il n'y ait qu'une seule solution. Oui, il faudra de la régulation, oui, il faudra des nouveaux imaginaires, oui, il faudra des plans d'action concrets et plein de choses comme ça. Et donc, c'est arrêter cette culture aussi du monopole, de la solution unique, de moi, je dois faire quoi. En fait, il va falloir implémenter un paquet de choses, dans un paquet de sujets. Et donc, c'est apprendre à naviguer, arrêter de penser en silo et apprendre à naviguer dans cette complexité. Le processus pédagogique, c'est le quatrième pilier. On a l'habitude de dire que c'est un parcours de transformation du dirigeant qui aide à la transformation de l'organisation. Et donc, on va quand même aller réveiller un peu les tripes à l'intérieur des dirigeants et arrêter cette posture cérébrale de mettre des chiffres, des slides, etc. Dans le parcours, voilà, on va aller réveiller un peu les tripes et c'est souvent ce qui crée vraiment la conviction, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire, on a un certain recul sur l'association, que plusieurs années après, les ambitions des organisations n'ont pas bougé. Éventuellement, elles se sont décalées dans le temps parce qu'il y a eu un sacré paquet d'événements qui ont pu créer du retard dans les ambitions. Mais en tout cas, l'ambition n'a pas bougé. Et ça, c'est que justement, on a convaincu dans les tripes et pas que dans le cerveau. Et le dernier pilier, c'est une association d'intérêt général. Donc en fait, toutes les feuilles de route des organisations sont publiées. Ça nous aide à faire du plaidoyer. Ça nous aide aussi à créer des ponts avec d'autres partenaires. Donc justement, un partenariat est en cours avec le Shift Project pour lier le PTEF avec les feuilles de route. Donc l'un qui projette vers le futur et la CEC aussi, qui présente justement les ambitions. Et le deuxième intérêt, c'est qu'évidemment, on est déductible à 60% d'impôts pour les organisations qui voudraient nous rejoindre. Et donc, voilà, nous, notre objectif, effectivement, c'est de ne pas bloquer à l'entrée des organisations qui voudraient venir pour des questions de prix. On a des subventions, on est aidé par les partenaires de la région. Et donc, voilà, il y a des grandes entreprises qui aident et qui mettent au pot pour que des plus petites participent. Donc, voilà, on est avant tout une association d'intérêt général. J'accélère un peu, c'est un programme d'1 an en 6 sessions, plusieurs livrables, la feuille de route, les projets coopératifs, l'approche c'est de cœur, je vous en ai déjà parlé, différents types de séquences qui font qu'on ait vraiment un parcours beaucoup tourné sur l'action. On va avoir 1 heure de présentation très théorique, on va avoir 3 heures d'application concrète avec des dirigeants pour challenger sa feuille de route, etc. Donc c'est vraiment un programme où on se laisse le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire dans son organisation et de se faire challenger par les autres dirigeants.
Le programme, vous retrouverez tous les mots-clés de la soirée. Vraiment, c'est exceptionnel en fait de passer après. La coopération, les indicateurs, les nouveaux modèles d'affaires, la désirabilité des modèles, les constats, les diagnostics, l'impact score, bam, bam, bam. Ça, on en reparle au café. Tout y est. Je voudrais présenter les organisations qui nous ont déjà rejoints. Voilà, vous retrouverez des directions régionales de grands groupes, vous retrouvez des ETI. On a eu en live la GL Yachting, voilà, hein, Grand Large Yachting, voilà notre ETI qui nous rejoint. Donc voilà, donc nous l'idée c'est d'être à l'image du territoire. Il y a l'Agence de développement touristique de l'Aude, une institution publique, l'Agence des transitions, des PME, etc. Donc tout le monde a sa place en tout cas dans la CEC. On est inséré dans un écosystème et vous retrouverez du coup GenAct, notamment le Shift. Voilà, c'est les copains. Nos partenaires qui permettent justement à ce parcours de se lancer. On ne va pas mentir, il y a une tentative de parcours il y a 3 ans, certains ont déjà peut-être entendu parler de nous. L'eau a coulé sous les ponts, l'écosystème a mûri. Et donc aujourd'hui, on lance le parcours. Début janvier, la soirée de lancement à Toulouse. Première session le 10 et 11 mars. Pour en savoir plus, il y a un petit déjeuner qui a lieu le 3 décembre à Castelnau-le-Lez. Voilà. Et donc aujourd'hui, il reste 30 places pour le parcours. Donc c'est le moment de vous inscrire, de poser vos questions, de faire participer vos parties prenantes si vous avez envie qu'elles participent et qu'on construise ensemble un territoire occitan qui se lance sur les enjeux de coopération et de robustesse. Merci. On a peut-être le temps pour une question. Pour Roxane. Question pour Roxane? Non, c'était très clair. Merci, mais je n'ai pas bien vu dans les 5 piliers qu'est-ce qui était vraiment la priorité sur l'économie de la vie. Parce qu'il y a bien d'autres des piliers sur la gouvernance. Mon fils travaille à la fondation B-Lab, qui est une fondation américaine, mais à but non lucratif, dont son boulot, c'est de décerner, après 1 an et demi de parcours commun avec des chefs d'entreprise et les actionnaires, leur décerner le label B-Lab, qui signifie que sur les 7 piliers, mais le 7e, c'est le pilier environnemental, mais les autres piliers ne sont pas liés à ce que Fabrice nous a présenté, c'est-à-dire c'est des choses de gouvernance, d'implication dans le territoire, de social, mais je n'ai pas vu beaucoup de B Corp, c'est un label, donc c'est pas un révolution. parcours. B Corp, c'est une photographie, on va dire ok, où en est l'entreprise aujourd'hui, combien elle est évoluée sur tel et tel sujet, ça reprend ou pas les 7 piliers de l'ESS, effectivement. On est sur une photographie. Là, on est sur un parcours d'accompagnement, c'est de la formation, on l'appelle comme on veut, des ateliers, mais en fait, on accompagne les organisations à se poser des questions. Dans l'aspect systémique, en fait, on comprend très vite que tout est lié, que les enjeux de gouvernance sont liés aux enjeux du vivant, sont liés aux enjeux des ressources, que sont liés aux enjeux du climat. Et donc, en fait, un parcours, c'est 12 jours. Dans le temps de travail d'un dirigeant, c'est beaucoup. Donc, en fait, on a vraiment ce temps où on va voir les liens entre tous ces sujets. Donc, on ne va pas prioriser en disant... nous, on met la biodiversité au-dessus du climat, ou nous, c'est pas du tout l'enjeu. On présente les limites planétaires et en fait, de toute façon, elles sont intimement liées. Et donc, en questionnant la raison d'être, on va voir aussi comment le modèle de l'organisation va toucher tel et tel point et le travailler. Donc, on est, pour rentrer dans les détails, les organisations sont par groupe de 10. Donc 20 parce que chaque dirigeant vient avec un binôme et garde le même binôme tout le long du parcours. Donc c'est là où se créent les cercles de confiance. Et donc dans chaque camp de base, il y a 2 accompagnateurs donc qui tout le long en fait challenge les dirigeants au cas par cas. Donc en fait c'est à la fois un mélange de théorie et à la fois beaucoup un mélange de pratique. Et donc voilà, on va... j'ai pas de réponse toute faite. Sur telle entreprise, on va travailler ça. Sur telle entreprise, on va travailler ça. Et voilà, il n'y a pas de priorité sur les chantiers. Dernière question courte. Oui, non, et on s'arrête. Et puis, ça tombe bien, c'est pas une question. Ouais, mais court.
Mais oui, mais justement, à un moment, à force d'être court, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je voulais quand même faire le lien dans ce qu'on a fait là, parce que Fabrice a parlé de certaines choses, la CEC vient renforcer certaines choses, et quand même j'ai entendu des questions, pour le coup, qui nous interrogeaient tous sur notre capacité à agir, et sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au grand capital, par rapport au système, par rapport à la société. Et je voudrais quand même dire un truc, c'est qu'effectivement cette CEC, on l'a plantée une voire deux fois, ça serait bien que le territoire de l'Occitanie passe pas à côté cette fois-ci, et qu'on montre ici, en Occitanie, qu'on est autant capable d'avoir envie de se transformer. Et donc, tous les acteurs qui sont là, on est 200 dans la salle, entre Genact, entre les Genact Land, alors pour le coup, il y a un Genact Land à Montpellier qui s'est lancé, je l'ai initié, mais si demain il y a 200 personnes qui nous aident à le booster, ça serait très bien, parce que tout ça, ça va être des vases communicants, et plus il y a de jeunes acteurs, plus il y a des gens qui parlent à leurs patrons et à leurs chefs d'entreprise qui a aussi une CEC, plus il y a une CEC, plus il y a des salariés qui deviennent jeunes acteurs, plus il y a des gens qui parlent aux élus, parce que quand même, les grands absents de ce soir, ce sont les élus, et c'est aussi une courroie de transmission à un moment du changement de modèle. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment, on se dise que c'est au niveau du territoire qu'on est tous conscients et qu'on peut tous agir. Donc, si ce soir, on repart tous en s'inscrivant à Genact et en parlant demain à nos entreprises, à nos patrons, que la CEC existe, je pense qu'on aura gagné notre soirée. Bravo Frédéric. Donc, je vais remercier encore une fois tout le monde, et je vais conclure en disant que vous pouvez aussi adhérer au Shifter et participer à nos actions. Voilà. Merci à tous.